Bonjour à tous et bienvenue à cette session. Je suis Ouedraogo Mamunatana Diatou, étudiante en génie logiciel à l'Université virtuelle, ambassadrice Sénat 2024. Par là, je suis la modératrice de cette session. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Ariel Shadrach Ouedraogo, étudiant en sixième année médecine, ambassadeur Sénat 2024, développeur et passionné de l'intelligence artificielle. Il va s'entretenir avec nous en- sous le thème de intelligence artificielle en santé, de l'apprentissage automatique au modèle génératif pour une prise en charge innovante. Sénat 2024. Je vais donner, je vais donner la parole à M. Ouedraogo pour qu'il puisse se présenter et commencer. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis Aleshada Koudraogo, médecin en formation, voilà. Développeur aussi, passionné par l'intelligence artificielle. Et cette année, j'ai l'honneur d'être ambassadeur Sénat 2024. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur l'IA en santé. Voilà. Euh, je vais partir de l'apprentissage automatique au modèle génératif pour une prise en charge innovante. Mon plan va se dérouler de la manière suivante. En premier point, je vais vous parler de l'IA, de l'histoire de l'IA et de ses premiers pas en santé. Ensuite, je vais définir quelques concepts. En troisième point, je vais parler des apports et des innovations, voilà, de l'IA dans la santé. En quatrième point, les défis, les faiblesses. En cinquième point, je vais parler du point de vue de l'OMS parce qu'il est très important aussi que l'Organisation mondiale en santé donne son point de vue et participe à la régulation de l'IA, surtout en matière de santé, parce que c'est un domaine très sensible. Et en sixième point, on aura la phase des questions. Donc, histoire. Donc, ce qu'il faut savoir, d'abord, on a en 1940 l'apparition des premiers ordinateurs. Puis, en 1943, on a l'implémentation du neurone formel par McCulloch et Pitts, qui est la représentation mathématique d'un neurone biologique. Voilà. Parce que, il y a comment dire, on verra par la suite que les systèmes d'intelligence artificielle, notamment le deep learning, tentent d'imiter le fonctionnement cérébral. Donc, euh, ils ont essayé vraiment de mettre en place, au fait, une représentation mathématique du neurone. Et c'est de là, au fait, on a commencé vraiment à créer les réseaux de neurones. Puis en 1956, on a eu la naissance de l'intelligence artificielle. En 1972, on a eu la naissance du premier système expert à base de règles d'aide du diagnostic médical, qui s'appelle MISIN, qui a été mis en place par Edward Shortleaf. Alors, les systèmes experts, ce sont des systèmes, au fait, qui essaient d'imiter, par exemple, un professionnel dans un domaine et qui essaie maintenant, et qui s'inspire du professionnel et qui essaie, par exemple, de faire comme le professionnel. Par exemple, quand on prend en santé comme ça peut essayer de s'inspirer, au fait, du médecin et en fonction maintenant, euh, de ce qu'il a appris maintenant, il va essayer de proposer un diagnostic. Mais ce système, en fait, n'a pas été mis en pratique parce que, bien vrai il était performant, les hôpitaux, à cette époque, n'avaient pas, au fait, les ordinateurs qu'il faut pour pouvoir prendre ce système. Voilà. Et aussi, on a, en 1972, la mise en place du premier scanner, voilà, par Hounsfield et Cornac, qui rend possible d'afficher, au fait, sur l'ordinateur, une image du corps exposée à des rayons X. Voilà, parce que ce qui était une innovation. Donc, ces éléments-là vont permettre, au fait, à l'IA de prendre une place importante, au fait, dans le domaine de la santé. Ensuite, en 1973, Paul Lauterbach génère la première image par résonance magnétique. En 80,
on aura le développement des neurones profonds, donc le deep learning, la naissance du deep learning. Mais à 90, on aura l'hiver de l'IA, qui est dû au coût de maintenance et la faible puissance de calcul des ordinateurs. Donc, peu d'applications concrètes. Voilà, ce qu'il faut savoir, les ordinateurs à l'époque n'étaient pas assez puissants pour pouvoir faire des applications concrètes. Est-ce que cela a de l'avenir? À quoi c'est à quoi c'est d'investir à perte? Voilà. Donc, l'IA a pris un coup. Mais dans les années 97, voilà, on a la victoire de la machine intelligente, Deep Blue, contre Gary Kasparov, le champion du monde d'échecs. Donc, c'est ce qui va favoriser la Recording in progress.
Alice, give me your listening. Don't the Victor. Eh, c'est revenu maintenant. Oui. Pour être sûr. Ah bon. Je dois recommencer ou bien c'est combien? Non, vas-y. Là où tu as commencé. Là. À partir de là. C'est bon, tu vois? Ok. D'accord, donc vraiment désolé pour ce désagrément technique. Euh, d'accord. OK. Nous étions à l'hiver de l'IA et la victoire de la machine intelligente Deep Blue contre Garry Kasparov. Après, on a eu la révolution des traitements d'images par les travaux du chercheur Yann Lequin qui a mis en fin des années 90 et début des années 2000 en place les CNN, les réseaux de neurones convolutionnels qui ont permis vraiment de révolutionner et de perfectionner les scanners et l'IRM. Voilà. Ensuite, maintenant, avec l'augmentation de puissance de traitement de l'information, notamment les GPU, et aussi le prix qui devient abordable, on a pu vraiment avoir en fait un boom de l'IA parce que beaucoup de scientifiques au fait pouvaient vraiment faire des recherches. Et aussi, en 2010, on a eu vraiment aussi un intérêt aussi des investisseurs qui ont vraiment investi. Donc, par exemple, après les années 2010, on a eu notamment la naissance de nouveaux modèles, comme par exemple les transformers et les GAN, par exemple, qui permettent vraiment de générer des images. Maintenant, définition et concept. L'intelligence artificielle en santé. L'intelligence artificielle en santé, c'est l'utilisation d'algorithmes et de logiciels pour s'approcher de la cognition humaine dans l'analyse des données médicales complexes. Donc, à ce moment, on va essayer d'utiliser les algorithmes mathématiques, statistiques et de probabilité pour permettre vraiment à la machine, au fait, d'analyser les données et essayer de s'approcher du raisonnement du clinicien, du médecin. Le machine learning, voilà, c'est la forme d'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre sans avoir été programmés de façon explicite. Parce que quand on programme souvent des applications, souvent on fait du rule-based. Au niveau du rule-based, au fait, ce sont des codes qui disent, ah, faut faire ceci, si tu ne fais pas ça, si cette condition n'est pas respectée, voilà, arrête ou si cette condition est respectée, continue. Donc, à ce moment, au fait, la machine est limitée. Mais avec le machine learning, au fait, la machine est plus, elle a plus d'opportunités, plus de perspectives, au fait. Voilà. Et à ce moment, au fait, on n'a pas besoin de dire à la machine typiquement de faire ci ou faire ça. Donc, à ce moment, la machine tend au fait d'apprendre par elle-même et de faire des tâches par elle-même.
Aussi, on a le deep learning. Le deep learning, c'est un sous-segment, au fait, de l'apprentissage en profondeur qui trouve son origine dans les réseaux de neurones artificiels, comme je parlais précédemment. Donc, il s'efforce de simuler le comportement du cerveau humain. Donc, aussi, on a l'IA générative. C'est une catégorie d'IA qui se concentre sur la création de données, de contenu ou de choses artistiques de façon indépendante. Voilà. Donc, en gros, ça génère du contenu. Donc, le contenu peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être des sons, des vidéos. Et cela peut être utile. Vous verrez tout au long de l'exposé que cela peut être utile au fait dans la prise en charge des patients. Maintenant, les apports et les innovations. Par exemple, quand on prend le domaine du machine learning et du deep learning, ils permettent un diagnostic et un traitement personnalisé. Par exemple, on a le séquençage des tumeurs basé sur le génome qui peut aider à établir un diagnostic rapide. Par exemple, on a IBM Watson Génétique qui permet au fait de faire ça. Donc, grâce aux algorithmes de machine learning, au fait, on n'a pas besoin de s'asseoir, de faire les trucs karma et, comment dire, de façon stricte. Voilà, on permet à la machine vraiment de pouvoir et, comment déraisonner, de pouvoir prendre des données de grandes quantités et essayer maintenant de trouver des solutions et de synchronniser les génomes. Aussi, on a la recommandation de traitements personnalisés. Voilà. Ce que vous allez remarquer, c'est que au fur et à mesure que la technologie avance, on parle de médecine personnalisée. Voilà. À ce moment, au fait, on essaie au fait d'adapter la médecine à la personne elle-même. Parce il y a de ces cas, au fait, c'est compliqué, au fait, de prendre en charge avec les moyens conventionnels. Donc, à ce moment, le machine learning et le deep learning vont vous permettre, au fait, et vont permettre surtout aux cliniciens, au fait, d'avoir une autre approche et de mieux connaître le corps et de mieux cibler vraiment le traitement. Par exemple, on a la médecine prédictive et préventive. Euh, on a par exemple la prédiction des arythmies, des AVC, la prédiction des thrombos veineuses, voilà, des thromboses veineuses profondes grâce à l'INR. On a la prédiction de l'évolution de l'état d'un patient et l'anticipation des risques. Voilà. Parce que une chose est de soigner le patient, mais une chose aussi est d'anticiper les risques. Voilà. Parce il y a certaines maladies, on les découvre de façon fortuite. Les gars peuvent avoir la maladie peut stagner dans son corps, mais peut-être c'est juste par un examen au hasard qu'on a découvert la maladie. Mais avec peut-être les algorithmes de prédiction et de prévention, en fait, on peut essayer d'anticiper les risques de la maladie, d'anticiper même l'évolution de la maladie. Et aussi, même, on peut parler de la classification des images. Au niveau de la classification des images, vous allez voir que j'avais parlé notamment de l'IRM et du scanner. Quand on prend certaines images, en fait, comment dire, et le deep learning et le machine learning permettent, en fait, d'avoir une précision, désolé de terminer, une précision de dingue, en fait, par rapport souvent à certains professionnels de la santé. Parce que l'algorithme analyse sur le degré de pixels. Voilà. Et ce que l'œil humain ne peut pas faire. Donc, ça permet de mieux contourer, au fait, et peut-être le cancer, de mieux contourer, peut-être, comment dire, la tumeur, ou bien de mieux contourer peut-être l'organe pour pouvoir bien se situer, au fait, sur vraiment l'état même pathologique du patient. Et aussi, on a la médecine de précision, surtout en radiothérapie. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, la radiothérapie utilise les rayons ionisants, en fait, pour soigner le patient. Ce qui est bien, mais ce qui parfois aussi peut être dangereux pour le patient. Par exemple, dans les méthodes conventionnelles, on passait, on utilisait d'abord les radiographies conventionnelles pour soigner le patient. Le problème, c'est que cette structure, c'est en 2D. En 2D, c'est compliqué au fait de bien se limiter. Donc, on irradiait sans pouvoir bien se situer. Ensuite, on est parti en 3D. La 3D aussi, en fait, on irradiait. On pouvait bien cibler, mais ce n'était pas encore suffisant. Puis, on a eu l'intelligence artificielle qui a permis, au fait, de prendre la forme, au fait, par exemple, de la tumeur. Donc, à ce moment, au fait, on peut délimiter les rayonnements ionisants en fonction de la forme de la tumeur pour pouvoir vraiment cibler la tumeur et ne pas irradier les organes voisins.
Voilà, parce qu'une chose est de soigner, voilà, mais il faut tenir compte aussi après le traitement. Parce que ce sont des rayonnements vraiment très, 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 très dangereux parfois. Voilà. Et par exemple, au niveau de certaines innovations, on peut citer par exemple Mirai. Mirai, c'est un outil de prédiction des cancers de sein qui a été créé par une équipe du MIT, CESAL. Donc, l'équipe du MIT, CESAL, c'est le Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. Donc, avec le Massachusetts General Hospital. Donc, ensemble, ils ont essayé de mettre en place un outil capable de prédire à partir d'une mammographie si un patient est susceptible de développer un cancer du sein dans un délai de 5 ans. Voilà. Puisque dans les algorithmes conventionnels, au fait, on, tu viens, on prend, on détecte les cancers. Mais ici, on essaie de prédire à l'avance, dans un délai de 5 ans, si tu vas avoir le cancer du sein ou pas. Voilà. Parce que le cancer du sein, il y a plusieurs causes. Oui, il y a le côté génétique, mais souvent aussi, l'alimentation, l'environnement peut jouer aussi, peut favoriser les cancers des seins. Et si on permet de prédire euh, dans un délai de 5 ans, par exemple, comme ça peut te permettre, au fait, déjà, de pouvoir changer ton mode de vie pour pouvoir vraiment éviter ça. Aussi, on a la prévention des attaques cérébrales. Au niveau de la prévention des attaques cérébrales, euh, l'une des causes des attaques cérébrales, c'est les fibrillations auriculaires. En ce moment, en fait, le rythme cardiaque augmente. Donc, et dans toutes ces augmentations de façon irrégulière, ça va en fait favoriser la formation des caillots qui peut aller se mettre en place au niveau du cerveau. Donc, ça va boucher le cerveau. En ce moment, en fait, ça va favoriser des attaques cérébrales. Donc, euh, la même équipe en collaboration avec Harvard, au fait, ils ont essayé d'identifier les patients à risque de fibrillation auriculaire et ils ont mis au point, au fait, un algorithme qui permet de prévenir les caillots et les attaques cérébrales. Donc, ça permet de sauver des vies. Donc, les fibrillations auriculaires, au fait, permettent, au fait, bon, pas permettent, ils augmentent le risque d'attaque cérébrale de 25%. Donc, on a aussi Kiro. Kiro, eux, ils s'attaquent à la complexité des données d'essais cliniques au décès en laboratoire pour établir un profil biologique significatif en mettant au point des biomarqueurs numériques basés sur l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, ils prédisent ainsi l'apparition des maladies rénales chroniques au moins 1 an avant son apparition. Donc, ce qui est vraiment très, très important parce que souvent, quand les gens détectent qu'ils ont une maladie rénale chronique, au fait, c'est peut-être qu'il est tard, mais ça va prédire à l'avance. On va avoir une maladie rénale chronique, c'est très, très important pour permettre la prise en charge. Parce que aussi, c'est vrai, même si on a les moyens, le côté psychologique aussi pèse. Voilà, parce qu'il y a le côté social qui est là. Il y a Agenté qui met en place le premier diagnostic sanguin qui permet de détecter les patients atteints de maladies d'Alzheimer jusqu'à 20 ans avant les symptômes irréversibles. Donc, Alzheimer, Parkinson, ce sont des maladies neurodégénératives. Donc, ces maladies ne se guérissent pas. Donc, souvent, les patients, au fait, ils ont des lésions qui vraiment qui les limitent. Souvent, le patient peut sortir comme ça et ne pas savoir s'orienter. Souvent, il y a un changement de comportement, il y a des tremblements. Ça vraiment, ça pèse, au fait, sur le patient, mais aussi ça pèse sur l'entourage du patient. Mais le fait de pouvoir détecter, au fait, la maladie d'Alzheimer jusqu'à 20 ans avant l'apparition des symptômes irréversibles, c'est très, très important pour préparer la famille et vraiment prendre les bonnes mesures hygiéno-diététiques pour permettre au fait de réduire vraiment l'impact de la maladie sur la santé. Aussi, par exemple, on a les traitements non médicaux. Par exemple, exemple de traitements non médicaux. Par exemple, on a UCLA, les ingénieurs de UCLA qui ont inventé un appareil doux. Voilà. Doux, fin et extensible, qui mesure un peu plus d'1 pouce carré. Voilà. Donc, qui permet de s'attacher à la peau. Mais aussi, l'avantage de cet appareil, c'est il permet plutôt à ceux qui ont des problèmes au niveau de la gorge, en fait, des lésions ou des dysfonctionnements des cordes vocales, de pouvoir parler. Ça, c'est l'avantage. Et c'est non invasif.
Donc, ce qui est vraiment une innovation parce qu'au fait, on n'a pas forcément besoin de mettre comme ça un traitement médical. Par exemple, de l'opérer, un traitement chirurgical ou de lui donner des médicaments. À ce moment, en fait, on place quelque chose qui est caché, simple, petit, peut-être même est imperceptible ou qu'on ne peut pas remarquer, mais qui le permet, au fait, de parler. Et ça, c'est très, très important. Donc, ils ont eu une exactitude globale de prédiction de environ 94,68%. Et ils essaient de travailler pour améliorer vraiment ce modèle. Aussi, mon coup de cœur, c'est l'endotest. Voilà, l'endotest, disons, c'est un test salivaire qui a été mis en place pour diagnostiquer l'endométriose. Voilà. Parce que l'endométriose, ce qu'il faut savoir, en plus de conduire les femmes à la stérilité, la maladie chronique entraîne une prolifération des cellules, voilà, spécifiques à l'utérus dans d'autres parties du corps où elles n'ont rien à faire. Donc, en gros, les cellules de l'utérus vont dans le corps, comme bon, si, en fait, voilà. Donc, si vraiment c'était leur zone. Donc, avec ce test, au fait, on n'a pas besoin, au fait, de passer par des interventions chirurgicales ou des IRM pour détecter. Parce qu'avant, on passait parfois par des interventions chirurgicales, des IRM pour pouvoir détecter euh, l'endométriose. Et même avec ces tests-là, souvent, on ne pouvait pas faire le diagnostic parce que parfois, on ratait le diagnostic. Donc, imaginez qu'on part, on opère une femme plus de 4 5 fois, on fait des IRM. Par exemple, l'IRM, si ça coûte 150 000, imaginez on fait ça plusieurs fois. À un certain moment, je pense que, franchement, la patiente même va préférer souffrir de douleur que de passer son temps à se charcuter. Donc, grâce en fait, à ce test-là, juste avec un truc, et un test salivaire, au fait, on peut vraiment faire un diagnostic de l'endométriose. Voilà, ce qui est vraiment très, très, très important. Voilà, et ce qui est vraiment très, très innovant dans notre domaine. Et surtout dans les pays pauvres comme chez nous, si cela vient ici, par exemple, on pourra vraiment eh, mettre ce test-là à disposition des personnes vraiment qui n'ont pas les moyens. Voilà. Par exemple, les autres apports, on a par exemple X-ray de Harvard. Voilà. Ça, c'est les radiographies thoraciques. On a Ultralytic aussi, qui est une plateforme, mais qui a aussi mis en place des solutions et qui permettent vraiment de segmenter, par exemple, euh, les matériels médicaux, de segmenter certains organes. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Voilà. Et ça permet souvent le suivi, par exemple, de certaines opérations chirurgicales. On a Monai. Monai, bon, pour les développeurs, disons, c'est un framework médical. Voilà. Donc, un framework médical basé sur PyTorch. Donc, qui permet au fait aussi la classification des images et beaucoup de choses au fait. On a Dancepose, voilà. Dancepose n'est plus d'actualité, mais quand c'était d'actualité, ça permettait surtout au fait de pouvoir visualiser au fait et le corps à travers peut-être des zones Wi-Fi. Donc, ce qui était très, très important. Par exemple, pour les chutes comme ça. Et parfois même les positions vicieuses. Voilà, parce que les attitudes, nous, on a ce qu'on appelle les attitudes vicieuses. Par exemple, si quelqu'un a une lésion comme ça ou une fracture, il peut tenir sa main comme ça. Et vraiment, à ce niveau, euh, ça nous permettait vraiment de nous situer au fait sur le type de la lésion ou la position antalgique. La position antalgique, c'est une position qu'on prend pour soulager une douleur. Voilà. Donc, avec ces outils-là, au fait, on pouvait vraiment détecter sans vraiment avoir le médecin à côté. Voilà. Par exemple, si par exemple quelqu'un se réveille par exemple à réanimation comme ça, on peut détecter les poses ou les gestes au fait pour pouvoir vraiment voir quel est l'état au fait, par exemple l'état cérébral ou un truc comme ça. Donc, on a les IA génératives. Au niveau des IA génératives, par exemple, on a les jumeaux numériques. Voilà. Les jumeaux numériques, au fait, disons, ils fonctionnent d'abord par segmentation puis par maillage. Donc, ils vont faire comme un moule du corps. Voilà, ils vont mouler le corps comme ça et ils vont d'abord segmenter le corps ou un organe. Par exemple, on peut prendre par exemple le cœur comme ça. Il va segmenter le cœur. Ensuite, il va faire des mailles, des mèches. Ensuite, maintenant, en utilisant ces mailles, maintenant, il va reconstruire le cœur. Voilà. Donc, et c'est très, très important parce que ce genre de technologie va permettre le repérage anatomique. Voilà. Aussi, pour les chirurgiens. Aussi, le repérage des malformations et des lésions. Parce que souvent aussi, bien vrai que l'IRM est parfois très, très précis, mais il peut y avoir des malformations, en fait, qui rendent
certaines tumeurs inopérables. Mais grâce aux jumeaux numériques, au fait, on peut générer au fait, une structure à peu près du corps et simuler son fonctionnement pour permettre aux chirurgiens de pouvoir avoir plusieurs moyens d'abord. Voilà, plusieurs moyens d'abord euh, pour la prise en charge peut-être d'une tumeur ou d'une opération. Et aussi, par exemple, on a aussi les détails moléculaires pour les tests de médicaments. Parce que quand le jumeau numérique essaie de cloner, il peut permettre d'avoir un détail bien précis. Donc, si on a un détail bien précis, les médiateurs, et les différentes protéines qui sont là, on peut essayer de voir, de faire une interaction en fait, entre ces différentes molécules-là pour pouvoir voir comment en fait, on va mettre en place de nouveaux traitements pour les patients, surtout les traitements personnalisés. Aussi, par exemple, on a TwinMe. TwinMe qui est une startup, voilà, une solution qui décide de passer de l'ère artisanale des jumeaux numériques industriels à l'ère industrielle. Donc, eux, ils veulent lancer un générateur de jumeaux numériques. Avant, en fait, on le faisait, mais c'était pas, en fait, totalement, en fait, des IA génératives comme on a aujourd'hui. Mais eux, ils veulent révolutionner ça, en fait. Et aussi, on a les IA génératives, on a leur apport dans l'imagerie médicale. Puisque au niveau de l'imagerie médicale, on a la création d'images médicales synthétiques de haute qualité pour la formation des professionnels. Voilà. Parce que pour un médecin, il est très important de pouvoir reconnaître certains signes sur une image médicale. Voilà. Par exemple, quand on prend comme ça une échographie d'un bébé ou d'une grossesse, par exemple, si ce sont des jumeaux, on peut essayer de voir si, par exemple, on a le signe de lambda, qui est un signe vraiment très, très important en gynécologie obstétrique. Aussi, on peut essayer de voir si, par exemple, il y a une procédance du cordon ombilical autour, voilà, autour du cou du bébé. Tout ça, au fait, ça peut nous permettre vraiment d'avoir ces images-là pour pouvoir nous entraîner et pouvoir reconnaître et pour pouvoir être plus efficace. On a la simulation de pathologies spécifiques dans les images médicales, voilà, qui pourrait vraiment être utile à la formation des médecins et des chercheurs et qui vont nous permettre aussi de tester la robustesse des algorithmes de diagnostic. Mais aussi, on a la segmentation des différentes structures tissulaires. Parce que le corps a plusieurs tissus. Donc, donc, et ces tissus-là ont plusieurs structures différentes. Et souvent, par exemple, quand on prend au niveau du cancer du col, comme ça, il y a des zones de fragilité parce que souvent les tissus ne communiquent pas au fait de la même façon. Il y a les épithéliums glandulaires, il y a les différents types d'épithélium. Donc, à ce moment, au fait, on peut avoir plus d'informations, faire plus de simulations pour voir vraiment si vraiment on peut avoir d'autres moyens d'abord de traitement. Aussi, on a la génération des molécules grâce au GNN. Donc, ça, ce sont des réseaux de neurones euh, à graphes. Voilà. Donc, graphical neural network. Donc, qui vont permettre au fait d'essayer de générer plusieurs structures moléculaires pour les traitements. Par exemple, on a les modèles comme GNOME ou AlphaFold. GNOME, bon, il a pu générer plusieurs cristaux. Je pense que c'est environ 2,2 millions de cristaux. Voilà. Donc, et il y a eu en tout cas de faux résultats, mais il y a eu de bons résultats aussi. Et dans ces bons résultats, ça permet au fait d'avoir une avance en temps. Donc, toutes ces technologies, si on va vraiment l'utiliser dans la génération en fait, de molécules, ça va nous permettre d'avoir une avance en temps et de pouvoir trouver des médicaments. Par exemple, si on trouve des médicaments pour, par exemple, le sida comme ça, voilà, qui sévit toujours, c'est très, très important. Voilà. Ou bien des médicaments vraiment qui puissent guérir l'asthme. Ça, c'est vraiment très, très important. On a Molécule STM. Molécule STM aussi, c'est un projet qui est sur GitHub, vous pouvez vérifier, qui essaie de faire un truc du genre. Aussi, on a le couplage aussi avec des robots de l'IA pour la génération de nouvelles molécules. Parce qu'il y a certains laboratoires qui ont décidé d'occuper avec des IA pour pouvoir tester. Parce qu'une chose est bien de générer, mais il faut tester. Donc, la main humaine peut trembler, mais avec ces robots, en fait, c'est plus précis. On peut tester, mesurer de façon millimétrée. Bon, on a aussi l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques, aussi l'aide à la conception de médicaments, bon, entièrement nouveaux pour cibler des maladies spécifiques. Bon, il dit qu'il va aller Voilà. passer à 16 heures. Donc, chacune Aussi, des... on a la prédiction des interactions potentiellement dangereuses entre les médicaments. Parce que il y a des médicaments vraiment, quand ils interagissent ensemble, c'est très, très dangereux, en fait. Voilà, il y a certains médicaments qui peuvent amener des insuffisances hépatiques, insuffisances rénaux. Donc, tout ça, au fait, ça peut vraiment nous aider, en fait, à pouvoir
comment dire, prédire les interactions potentielles. Supposons que le patient a en même temps une hépatite, qui a un sida, qui a un diabète, qui a une hypertension, une maladie rénale chronique. Tout ça, il y a des patients qui peuvent avoir tout ça. Donc, s'ils ont tout ça, donc si on va mettre tous des médicaments, vous voyez qu'en ce moment, en fait, la prise en charge est très compliquée. Voilà. Donc, ça peut nous permettre vraiment de Je prédire n'ai les même pas de interactions contrôle sur la potentiellement chose du dangereuses tout. des médicaments. Apparemment, Aussi, vous ça avez peut rien permettre, par dit. exemple, l'organisation des établissements hospitaliers et les relations entre professionnels de la santé. Donc, ça peut permettre la provision des besoins en personnel et les lits d'hospitalisation. Parce Non, c'est que le je sais signe. que souvent, par exemple, en période de palu comme ça, les hôpitaux sont saturés. Et la fin de l'année 2023, on a eu vraiment ce problème-là parce que le palu a sévi. Donc, il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. C'était compliqué. Donc, avec ce genre de truc, on peut vraiment essayer de prédire les besoins des personnels et d'hospitalisation pour pouvoir bien préparer, au fait, à des crises d'urgence comme ça. Aussi, bon, on a la génération en temps réel de comptes rendus hospitaliers, les comptes rendus opératoires et aussi de notre clinique. Voilà. Donc, ce qui est très, très important chez nous. Parce que il ne suffit pas de faire l'intervention, mais il faut faire un compte rendu pour définir comment ça s'est passé. L'intervention s'est passée, les étapes, et s'il y a eu des complications. Et maintenant, après l'intervention, est-ce qu'il y a une surveillance à faire? Voilà. Donc, l'IA générative peut nous permettre de faire ça. Au niveau de la médecine nucléaire, par exemple, on peut vraiment avoir le comportement des biomarqueurs, ce qui est très important. Une représentation quantitative des images. Donc, la représentation quantitative des images, en fait, permet de détecter d'abord la tumeur et de prendre en compte tous les tissus du corps patient. Voilà. Donc, quand ça prend tous les tissus du corps du patient, on peut avoir une idée, bon, des globules blancs et détecter en même temps les biomarqueurs qui ne sont pas forcément au niveau des cancers. Parce que les biomarqueurs peuvent être à un autre coin du corps, mais ne pas être au niveau du cancer. Donc, avec cette nouvelle IA-là, on peut essayer vraiment de générer des modèles qui vont nous permettre de bien nous situer et de bien cibler le traitement. L'analyse sémantique. Au niveau de l'analyse sémantique, on a, par exemple, euh, la détection de la schizophrénie. Voilà. La schizophrénie, bon, les gens disent que parfois c'est la folie, mais bon, il y a d'autres définitions plus vraiment abouties de ça. En fait, l'IA, au fait, permettrait de repérer tôt la maladie par l'analyse sémantique du langage, par la façon de parler. En fait, on peut essayer de détecter, même peut-être souvent même les signes d'alarme en cas de dépression. Par exemple, les dépressions postpartum, les tendances suicidaires. Parce que quelqu'un peut causer avec vous rire. En fait, vous allez penser que la personne est en bonne santé, mais en réalité, au fond, la personne n'est pas en bonne santé. Et la santé mentale, c'est très, très important, vu l'évolution aussi de la technologie. Voilà. Donc, il y a un impact vraiment significatif de la technologie sur le cerveau. Et l'IA peut vraiment nous permettre, au fait, de faire une analyse et de nous situer, au fait. Voilà. Si vraiment la personne a des tendances suicidaires, et fait des dépressions où vraiment il y a des troubles mentaux qui sont là en cachette. Donc, les défis. OK, les défis au fait, auxquels on fait face. Déjà, le modèle collapse. Donc, le modèle collapse, au fait, disons, à ce moment, on peut dire que les IA stagnent. Par exemple, quand on prend les IA génératives, et c'est vrai, c'est très innovant d'utiliser, comment, de générer, au fait, des données. Voilà, pour entraîner les IA. C'est bon, mais le problème aussi avec cette donnée, c'est que si on l'utilise pour réentraîner d'autres IA, au fait, les IA peuvent stagner. Et ils ont fait une étude pour remarquer vraiment que, au fait, les IA qui ont été réentraînées sur des données générées par d'autres IA, au fait, stagnent. Donc, leur performance n'augmente pas. Et ça, vraiment, c'est un vrai défi. Et c'est une limite, au fait. Voilà. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des modèles comme ça en milieu hospitalier. C'est très dangereux. L'hallucination aussi et l'incitation. ChatGPT, au fait, par exemple, souvent, il hallucine. Ça veut dire que quoi? À ce moment, au fait, il dit des fausses réponses, des réponses qui ne sont pas ça. Voilà, ou des réponses qui semblent être ça. Et dans le cadre hospitalier, on ne peut pas se permettre d'avoir des réponses approximatives. Parce que c'est des vies on sauve. Donc, si on s'amuse, au fait, on va mettre les vies au péril. Voilà. Donc, c'est là aussi, en fait, un grand défi. Une étude récemment avait démontré, au fait, que comment dire, les modèles d'IA, surtout les LLM, ne peuvent pas s'empêcher d'halluciner. Bon, mais on espère qu'avec peut-être les nouveaux réseaux de neurones qui vont venir, peut-être il y aura une meilleure voilà, prise en charge. Et aussi l'incitation. Le médecin souvent fait face à un biais de confirmation. Par exemple, il peut voir que c'est telle maladie. Pour lui, c'est la maladie, il voit les signes. Donc, il va peut-être par réflexe, au fait,
chercher les trucs, les signes qui vont confirmer la maladie. Donc, quand il va utiliser l'IA, par exemple, comme ça, pour l'assistance, il peut inciter l'IA Oui. à dire que c'est la maladie. Et c'est très, très dangereux. Parce que lorsque on contrôle pas, au fait, et on incite l'IA à dire les choses, l'IA ne sait pas qu'au fait, et elle dit des choses qui ne sont pas ça en ce moment. Donc, le médecin peut faire un faux diagnostic ou un faux traitement. Aussi, on les biais, les stéréotypes, les préjugés. Voilà. Donc, les biais, au fait, ça varie d'un peuple à l'autre. Mais il y a des études sur ChatGPT qui ont démontré qu'au fait, ChatGPT a des biais parfois, comment dire, parfois sexistes, des biais parfois politiques. Donc, et souvent on remarque qu'au fait, il donne plus de l'importance au fait, au contenu qui tend vers peut-être les États-Unis, un truc américain au fait, par rapport aux autres contenus. Tout simplement parce qu'il a plus été entraîné au fait sur, voilà, par des Américains, et sur au fait des données plus américaines que d'autres. Donc, ce qui peut ne pas être adapté à nous, notre contexte à l'Afrique ici. Voilà. Et par exemple, quand on prend souvent un accouchement, si on prend par exemple les peules comme ça, ce que j'admire chez elles, c'est que souvent, elles vont commencer l'accouchement et finir l'accouchement sans avoir crié. Jusqu'à ce que moi, je finisse mes stages en gynécologie, j'ai jamais vu une poulotte crier un accouchement. Jamais. Donc, vous voyez que, au fait, si on prend pas ça en compte, au fait, ça, et on dit que, bon, elles sont peu sensibles à la douleur, au fait, à ce moment, on les fait du tort. Mais c'est dans leur culture, c'est dans leur éducation. Voilà. Elles disent que non, que, en fait, quand tu accouches, tu dois presser le sable jusqu'à ce que l'huile sorte. Donc, en fait, ça veut dire qu'au fait, tu dois supporter la douleur, coûte que coûte. Voilà. Donc, aussi, on a l'inclusion, la représentativité et souvent le contexte. Par exemple, il faut inclure d'autres personnes, il faut inclure d'autres cultures. Voilà. Parce que si on n'inclut pas peut-être les Noirs, peut-être dans certains trucs, la détection des images ne sera pas totalement ça. Parce que nous, la peau noire, au fait, ça ne se manifeste pas de la même manière. Prenons, par exemple, bon, sur les blancs comme ça, euh, eux, quand on les tape, bon, ils deviennent roses. Voilà, ils rougissent. Mais nous, par exemple, quand, bon, on nous tape, bon, on est toujours teint noir. Donc, vous voyez que, voilà. Donc, ça fait qu'il y a déjà une variation qui est très, très importante qu'on doit prendre en compte. Et aussi, même si on est inclus, il faut être représenté fortement. Voilà, parce que souvent, quand on regarde les modèles, par exemple, on prend Whisper comme ça, qui est un modèle de speech to text. Voilà, il comprend peut-être l'anglais, l'espagnol. Il y a quelques langues africaines qu'il essaie de comprendre. Je pense qu'il y a le Yoruba, non? Si je me rappelle bien, si je ne fais pas d'erreur. Mais, en fait, bon, il n'y a pas le Mori. Par exemple, nous sommes au Burkina. Donc, ce qui fait que, voilà. Et même le Yoruba, au fait, quand on regarde les statistiques, c'est très faible parce qu'ils n'ont pas été représentés et de façon, voilà, et de façon significative. Donc, aussi, on a l'éthique, l'explicabilité, l'imputabilité, la transparence. Tout ça, ce sont des éléments, en fait, qui font débat. Parce que l'explicabilité, même Yann Lequin dit que lui, il a défendu une théorie selon laquelle l'explicabilité, souvent aussi, peut causer problème. Voilà. Donc, c'est bien vrai. Ça peut aider à vraiment expliquer le fonctionnement des modèles d'IA, mais aussi, par exemple, des gens, en fait, qui ont mis la main sur l'explicabilité peuvent essayer de détourner et déformer, en fait, l'explicabilité pour envoyer des messages contraires, en fait, à l'IA. On a vu ça dans le cas du COVID-19. Donc, il disait que le gouvernement voulait éliminer des populations, c'est c'est sorti ici. Donc, voilà. Donc, aussi, on a besoin d'un écosystème parce qu'on ne peut pas faire d'IA si on n'a pas un écosystème adapté. Si on n'a pas peut-être bon, on peut avoir des experts, mais si on n'a pas les moyens, si on n'a pas vraiment les lois, les politiques vraiment qui prennent en compte cela, ah, je pense pas qu'on pourra faire vraiment de l'IA vraiment impactant en fait. Parce que je pense en Amérique, Google, Meta, ils ont vraiment un écosystème. Il y a la Silicon Valley qui est là. Dans les autres pays, en Europe, en Amérique, ils ont vraiment des écosystèmes qui permettent vraiment l'explosion des startups surtout en intelligence artificielle. Voilà. Donc, bon, et j'espère que ce sera le cas d'ici quelques années en Afrique. Maintenant, le point de vue de l'OMS, euh, selon l'OMS, l'intelligence artificielle constitue un grand espoir pour améliorer la prestation des soins et la médecine dans le monde entier, mais en condition de placer l'éthique et les droits humains au cœur de sa conception, de son déploiement et de son utilisation.
C'est très important voilà, d'utiliser les nouvelles technologies, mais si on utilise les technologies sans prendre en compte l'éthique et les droits humains, je pense qu'à ce moment, en fait, on va faire du tort à la population, on va faire du tort aux gens. Voilà, parce qu'on dit que quoi, science sans conscience n'est que rien de l'âme. Et quand il s'agit de santé, on ne doit pas s'amuser parce qu'on ne s'amuse pas avec la santé. Voilà, la santé, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Et ils ont, par exemple, donné des recommandations. Voilà. Et par exemple, 6 recommandations, dont la protection de l'autonomie de l'être humain. Il est très important de protéger l'autonomie de l'être humain, surtout dans le contexte des soins de santé des individus. Voilà. Et l'être humain doit être maître du système. Parce que si on n'est pas maître du système, en fait, on va faire des erreurs. Au lieu de sauver des vies, on va des trucs, sauver des vies. Aussi, on a la promotion du bien-être et la sécurité des personnes ainsi que l'intérêt public. Donc, il faut promouvoir vraiment le bien-être et puis respecter trucs. Il faut que les concepteurs, au fait, comment on dit, il faut que les concepteurs respectent les obligations réglementaires, voilà, relatives à la sécurité, la précision et l'efficacité pour l'utilisation euh, ou des indications bien définies. Aussi, on a la garantie de la transparence, la clarté et l'intelligibilité. Parce qu'il faut garantir la clarté, il faut publier des documents, il faut faire des publications, il faut donner des informations vraiment avant la conception ou le déploiement des technologies pour que les gens se situent vraiment sur ce que fait la technologie, comment ça marche. Et aussi travailler sur l'explicabilité de la technologie. Aussi, l'OMS préconise d'encourager la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes. Parce qu'une chose est vraie parce que une chose est vraie d'utiliser l'IA, mais il faut savoir rendre compte. Parce que quand l'IA déconne, est-ce que c'est au médecin? On va imputer la faute. Est-ce que c'est à l'IA? On va imputer la faute. Est-ce que c'est au gouvernement? On va imputer la faute. Est-ce que c'est au concepteur? On va imputer la faute. Donc, tout ça, ce sont des éléments très, très importants, en fait, qu'on doit prendre en compte, en fait. Voilà. Donc, aussi, garantir l'inclusion et l'équité. Comme je le disais avant, il faut vraiment garantir l'inclusion et l'équité. Parce que, à ce moment, si on ne garantit pas l'inclusion, beaucoup vont se sentir exclus. Et on ne peut pas avancer si vraiment une partie de la population vraiment se sent exclue, surtout en matière de santé. Aussi, il faut promouvoir une IA réactive et durable. Voilà, parce qu'il ne faut pas juste créer l'IA, mais en fait, il faut vraiment entretenir l'IA et s'assurer au fait que cette technologie répond de manière adéquate et appropriée aux attentes et aux besoins de la population. Par exemple, les besoins de la population en 1950 ne sont pas les mêmes que les besoins de la population en 2024. Donc, il faut savoir s'adapter en fonction de la population, voilà, pour pouvoir vraiment mettre des solutions vraiment qui répondent aux besoins de la population et aussi l'évolution même de la médecine et l'évolution même de la population. Donc, Donc, c'est tout pour moi. c'est Maintenant, bon, je ne sais pas si vous avez des questions. D'accord, merci à M. Ouedraogo pour sa présentation. Y a-t-il des questions? Vous pouvez activer votre micro pour les poser. Vous levez la main. Activez votre micro pour les... Monsieur Jean, quoi, si vous avez votre micro activé. Adi Denise, quand vous avez la parole. Ok.
Merci beaucoup pour la parole donnée. Merci au présentateur. Vraiment, il nous a donné des informations très nécessaires. Maintenant, ma question, c'est de savoir si parmi toutes ces solutions présentées, il y en a qui sont actuellement applicables au Burkina, qui existent déjà, je veux dire. Et si oui, comment les, la population peut être au courant de l'existence de ces outils-là afin de pouvoir prévenir les maladies et tout et tout. Merci. D'accord. Donc, vraiment, merci pour la question. OK. Il faut savoir que, bon, bien vrai que l'IA dans la santé soit un peu vieux, en gros, si je peux dire ça, au Burkina, bon, l'IA dans la santé est un peu au stade embryonnaire. Parce que déjà, euh, on est en train de mettre en place l'écosystème. Et quand on voit aussi l'état sanitaire au Burkina Faso, il y a beaucoup de choses à faire. Mais cependant, oui, il y a l'utilisation de l'IA dans certains domaines. Par exemple, quand on prend la radiothérapie, la radiothérapie déjà existe au Burkina Faso. Voilà. Donc, et l'IA est utilisée pour déjà détecter, bien délimiter au fait les tumeurs. Parce que la radiothérapie permet de soigner les tumeurs. Souvent, quand il y a une tumeur comme ça, il y a le moyen médical, le moyen chirurgical, mais aussi il y a le moyen par radiation ionisante, qui est la radiothérapie. Voilà. Donc, par exemple, on peut passer par le moyen médical, ensuite passer par la chirurgie, mais la radiothérapie aussi permet aussi de faire un autre abord. Donc, souvent, on utilise l'IA au fait dans ça pour bien délimiter les tumeurs. Et aussi, pour aussi permettre au fait de bien détruire les tumeurs. Parce qu'une chose est vraie de bien délimiter, mais il faut bien détruire les tumeurs. Donc, dans ce genre de cas, l'IA est utilisée. Aussi, il y a un de mes maîtres, le docteur Aristide Yamero, qui, lui, il a travaillé sur un projet comme ça. C'était en cardiologie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'IA et ils ont essayé de mettre des patients en truc, comment dire, ils ont essayé de mettre des patients à l'épreuve, au fait. Puis ce genre de problèmes cardiaques, ils ont essayé de voir, est-ce que à partir d'un type d'activité comme ça, est-ce qu'ils peuvent prédire la survie des patients? Et ils l'ont fait en cardiologie au Burkina Faso ici et ça a réussi. Par exemple, ils prenaient les patients, prenaient une certaine distance et ils les faisaient marcher au fait. Et ils essayaient de prendre certaines constantes, certaines valeurs. Et avec des algorithmes d'IA, ils ont essayé de prédire. Et quand ils ont prédit, ils ont vu qu'effectivement, les patients de telle ou telle condition, en fait, parviennent à survivre. Et les patients qui prennent tel ou tel traitement parviennent à survivre. Et dans ce genre de cas, au fait, ça nous permet, au fait, nous, en tant que médecins, de pouvoir bien diriger même déjà nos traitements et bien adapter en fonction de nos contextes. Et aussi, grâce à ça aussi, on pouvait se situer au fait sur les différentes molécules qui étaient plus efficaces selon le contexte. Donc, en fait, on pouvait recommander des molécules moins chères pour le patient, étant donné qu'on est dans un pays en voie de développement. Donc, déjà, au fait, voici quelques efforts qui sont faits au fait. Voilà. Maintenant, pour faire connaître, par exemple, et aussi j'oubliais, il y a Carithmo aussi qui est en train de travailler aussi sur la détection des arythmies. Voilà. Donc, Carithma qui a eu le premier prix, voilà, à Laurent Chamin-Challenge, donc qui est en train de travailler et qui a aussi présenté au Sénat. Donc, et pour faire connaître ce genre de solutions, en fait, il y a déjà les activités comme les Sénat qui sont là, qui permettent aux gens d'avoir une idée, au fait, de ce que c'est que l'IA. Mais aussi, je pense qu'il y a la promotion aussi qui doit être faite. Voilà, parce que souvent, c'est quoi? Déjà, les gens déjà ont peur de l'IA. Quand on parle d'IA, déjà, les gens voient déjà le mal. Se disent que quand l'IA va venir, soit il va remplacer les médecins, soit l'IA va tuer ça, soit quoi, quoi, quoi. Tout ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, au fait, l'IA. C'est parce qu'ils ne comprennent pas les applications de l'IA. L'IA n'est pas parfaite, mais si on comprend bien l'IA, au fait, on peut vraiment l'utiliser pour vraiment sauver des vies. Donc, c'est la promotion et la vulgarisation. Voilà. Et aussi l'organisation aussi d'événements de ce genre-là pour permettre vraiment
aux gens de pouvoir vraiment connaître ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, 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 merci bien. OK. D'autres questions s'il y en a? Hmm, il y a le chat aussi qui est là pour ceux qui veulent écrire. Monsieur Jean Kwasi, vous avez la parole. Bonjour à tous. Allô? Oui, bonjour, Monsieur Jean Kwasi. Oui. Et, et déjà, je vous dis merci pour votre présence. OK. Pas de quoi. Ah, apparemment, Monsieur Jean Kwasi s'est déconnecté. Bon, j'aurais aimé avoir vraiment sa question. Euh, Aussi, merci à Khadija aussi pour son commentaire. Vraiment, en tout cas, ça a été un plaisir vraiment de vraiment parler dans la santé parce que c'est vraiment un domaine Allô? d'avenir, au fait. Voilà. Surtout dans un pays en développement comme le nôtre, on a beaucoup à faire. Voilà, on a beaucoup à faire et vraiment, c'est vraiment une opportunité de le faire. Voilà. Donc, Allô? oui, Oui, excusez-moi, ma connexion est... Ça vient puis ça repart. Ça. d'accord, pas de souci. Oh, Donc, on vous... je suis un peu en retard. Et ma question est que non, à part les deux exemples que vous avez pris et où l'application de l'IA dans la santé au Burkina Faso ici, et j'aimerais savoir, à part ces deux exemples-là, quelles sont d'autres perspectives où l'IA peut vraiment apporter une valeur ajoutée au travail de nos médecins déjà sur place? Merci. D'accord, donc merci pour la question. Déjà, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA intervient dans tous les domaines de la santé. Et ça, c'est très, très important. Par exemple, je prends des trucs, des exemples simples qu'on peut faire, même SAP. Euh, Récemment, il y a eu une formation sur YOLO au Sénat. Donc, YOLO, bon, ce sont des algorithmes qui permettent vraiment la détection des images qu'on sort. Par exemple, ce genre de cas, euh, on peut utiliser, par exemple, et couplé à, disons, une caméra pour le mettre, par exemple, devant un bloc. Parce que souvent, pour rentrer dans un bloc opératoire, on ne peut pas rentrer sans avoir un certain type d'accoutrement. Déjà, il faut avoir les sabots et les croquettes, les crocs, si vous voulez. Il faut avoir la blouse et il faut avoir un calot, un cache au minimum. Donc, par exemple, ça, ce sont déjà des projets en fait, simples qu'on peut le faire, SAP et implémenter. Voilà. Et aussi, d'autres projets simples déjà qu'on peut faire aussi, euh, c'est la détection des pauses. Voilà, la détection des pauses, c'est très, très important. Parce que c'est comme je disais dans la présentation, souvent on peut faire face à ce qu'on appelle des attitudes vicieuses. Par exemple, souvent en cas de fracture ou peut-être
quelque chose vraiment qui, comment dire, qui indispose le patient. Le patient peut avoir une certaine attitude, voilà. Et aussi, rechercher une position antalgique. Par exemple, cette détection des pauses là, par exemple, on peut le faire SAP au Burkina Faso ici, déjà. Parce que c'est quelque chose vraiment de très facile à implémenter. Voilà. Et bon, maintenant les perspectives, au fait. Les perspectives, vraiment, d'abord, c'est essayer de mettre surtout un écosystème. Parce que s'il n'y a pas d'écosystème, en fait, on ne peut pas vraiment développer des IA puissantes, en fait. Il faut vraiment un écosystème qui va permettre aux médecins de pouvoir collaborer avec les ingénieurs pour pouvoir construire des IA vraiment adaptées aux patients. Parce que ça, ce sont les premières perspectives vraiment qu'on essaie de faire. Voilà. Si ces conditions-là sont déjà respectées, ça va faciliter beaucoup de choses. Voilà. Et on voit que beaucoup de nos hôpitaux ne sont pas informatisés. Pourtant, pour utiliser de l'IA, il faut vraiment des appareils. Il faut vraiment, comment dire, et, et il faut des serveurs, par exemple. Donc, tout ça, si tout ça n'est pas là, comment on va le faire? Voilà. Par exemple, je sais qu'il y a un hôpital en Europe. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils enregistrent déjà les dossiers, mais il y a une IA derrière, au fait, qui compare déjà les dossiers. Donc, l'IA compare déjà les dossiers et il enregistre les traitements qu'on a fait. Et maintenant, si un patient vient avec le cas similaire, au fait, l'IA ressort le dossier et explique, ah, on a eu tel ou tel dossier, on a traité et la maladie de cette façon. Et cela, au fait, peut permettre au médecin de mieux prendre soin du patient. Parce qu'il y a de ces cas, ça donne mal à la tête. Voilà. Et souvent, ça fait appel à plusieurs spécialistes de plusieurs domaines. Donc, vous voyez, non. Donc, tout ça, au fait, on peut, par exemple, le mettre en place au Burkina. Mais si vraiment il n'y a pas l'écosystème, donc la première perspective, c'est la mise en place de l'écosystème. Voilà. Mais aussi la formation et la sensibilisation des professionnels de la santé dans les nouvelles technologies telles que l'IA. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez S'il y a d'autres répondu. questions. Oui, vous avez répondu à ma question. Et j'aimerais savoir un plus, et dans le domaine de la santé, est-ce que je sais pas, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des études dans la santé pour pouvoir réaliser des IA performants dans ce domaine-là? Est-ce que la formation dans la santé en médecine est vraiment nécessaire pour les informaticiens de, de réaliser des IA performants? OK. Bon, je vais prendre un exemple simple. Euh, déjà, bon, on est garçon, hein. Donc, tu ne vas pas aller faire la cour à une fille sans avoir des informations. Tu vois un peu le principe. Donc, dans la santé, au fait, il faut avoir des notions. Parce que le problème, c'est quoi? Nous, on a une logique qu'on suit. Donc, si cette logique n'est pas suivie, au fait, par les informaticiens, même si disons, le système est fait, en fait, ça ne va pas être adapté. Et si et le médecin, même les médecins ne valident pas le système, en fait, même si vous faites le système, il est performant, comment, ça ne va pas le faire. Et la formation, vous n'êtes pas forcé au fait d'avoir une formation médicale, mais c'est bon au fait d'avoir des connaissances médicales. Parce que si vous n'avez pas ces connaissances-là, il y a des trucs que vous allez rater. Voilà. Déjà, je prends déjà en anatomie. Déjà, nous, en fait, on ne se positionne pas, quand nous, on va faire l'anatomie du corps, ça c'est en première année, on ne se positionne pas de la même manière que les gens voient. Nous, on a ce que déjà on appelle la position anatomique des références. On a les différentes coupes, coupes sagittales, coupes transversales. On a nos orientations. Voilà. On a la truc crânial, caudal, latéral, médian. Donc, tout ça, en fait, si l'informaticien n'a pas de notions, on ne le dit pas d'être expert, mais au fait, s'il n'a pas de notions et s'il n'a pas cherché, au fait, il y a des trucs qu'il ne pourra pas faire. Et quand le médecin va expliquer, au fait, il ne pourra pas comprendre, au fait. Donc, il est important, en fait, même s'il ne devient pas un expert en santé, il est important que l'informaticien se cultive. Parce que si on a de très, très bonnes informations, en fait, l'informaticien peut pouvoir vraiment mettre en place des solutions vraiment adaptées. Et il pourra même comprendre le médecin. Parce que le problème, c'est quoi? Souvent, quand vous arrivez, l'informaticien veut raisonner comme un informaticien. Le médecin veut raisonner comme un médecin. Bon, personne n'a tort, mais personne n'a raison.
Parce qu'en ce moment, en fait, chacun raisonne en fonction de ses connaissances, mais quand on va mettre la solution, ça ne peut pas marcher. Voilà, ça ne peut pas marcher. Parce que, bon, euh, lui, il veut tirer ici, lui, il veut tirer là. Mais déjà, si le médecin déjà même a des connaissances comme ça dans le digital, les BABA, par exemple, il y a les cours d'IA, par exemple, cours l'IA pour tous, par exemple, un truc comme ça. Euh, il peut déjà, comment dire, il peut déjà comprendre l'informaticien. Donc, tu vois un peu le principe. Donc, il est très, très important, en fait, que vous en tant qu'informaticien, vous essayez de vous cultiver, au fait, voilà, pour pouvoir vraiment mieux prendre en charge ou mieux prendre certains concepts de la santé, pour pouvoir faire des algorithmes encore plus performants. Voilà. C'est bon? Et c'est bon. Merci beaucoup, Monsieur Chadra. Pas de quoi. Maintenant, je ne sais pas si y a une question. Puisqu'il y a Raïm Ouedraogo qui dit bonjour à tous et merci pour la présentation. On peut voir les bienfaits que l'IA peut vraiment apporter dans le domaine de la santé. Mais néanmoins, est-ce que l'IA développée et entraînée en Europe peut détecter une maladie spécifique importante en Afrique avec des réalités différentes? Est-ce que même ce même IA peut être efficace sur la même maladie? Je prends par exemple le cas du COVID-19 où presque en fonction de chaque pays, continent, il y a des évolutions. Une IA capable de détecter COVID en Asie peut-être efficace en Amérique. D'accord. C'est ça aussi souvent le problème de l'IA. Parce que il faut, euh, il faut développer les solutions en fonction du contexte. Parce que le contexte en Europe n'est pas la même chose que le contexte en Afrique. Par exemple, déjà, quand on prend au Burkina ici, bon, si tu prends le goudron, le minimum, c'est que tu as croisé, c'est la poussière. Voilà, si tu n'as pas croisé la poussière, c'est que vraiment, tu n'es pas encore au Burkina. Donc, déjà, ça même, ça joue au fait sur déjà les poumons. Donc, vous voyez qu'on doit déjà adapter. Et il y a une étude de Harvard qui disait qui démontrait qu'au fait, euh, l'environnement, au fait, a un impact, au fait, sur notre génome. Donc, par exemple, ceux, au fait, qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique ou en Asie, au fait, chacun, au fait, l'environnement qui l'entoure, au fait, impacte sur son génome. Donc, toutes ces modifications-là vont jouer, en fait, un coup, au fait, voilà, sur la santé. Donc, ce qui fait que peut-être certains signes au niveau du poumon peuvent ne pas être retrouvés. euh, et par exemple, chez certaines personnes. Et il y a d'autres même qui sont sujettes peut-être à des maladies pulmonaires comme la sarcoïdose, voilà, euh, par rapport à d'autres. Donc, vous voyez, non? Donc, il y a le contexte qui est là. Donc, l'IA ne va pas forcément marcher. Il ne va pas forcément marcher parce que le contexte en Europe, voilà, est différent au fait du contexte en Afrique. Voilà, c'est une autre réalité. Et il faut vraiment essayer d'adapter, de prendre en compte les contextes et les réalités. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Monsieur Amon qui avait levé la main. Oui, allô, vous m'entendez bien? Oui, oui. Ok, merci. Oui, j'allais juste d'abord vous féliciter pour la conférence et puis essayer de creuser la question de l'écosystème parce que vous avez mentionné ça. Euh, Si on devait avoir un step-by-step action plan pour ce qu'il faut faire pour développer l'écosystème, qu'est-ce que vous direz? Donc, en gros, ce qu'il faut faire pour développer l'écosystème. D'accord. Bon, pour moi, si on va faire les choses étape par étape, d'abord, c'est vraiment déjà sensibiliser et éduquer aussi les professionnels dans les différents domaines. Voilà. Parce que déjà, ce que je remarque, c'est que, bon, quand on prend les étudiants en médecine, beaucoup, en fait, ils sont casés, ils se disent que, en fait, je peux pas faire autre chose que la médecine. Voilà. Donc, ce qui n'est pas mauvais, mais ce qui aussi peut limiter, parce qu'on voit des étudiants de médecine en Europe déjà qui sont, comment dire, qui entreprennent, qui développent des solutions. Voilà. Donc, il y a ça. Il faut vraiment sensibiliser les gens, mais aussi les éduquer. Quand je dis éduquer, c'est vraiment inculquer, voilà, les trucs, les connaissances et les valeurs de l'IA. Parce que souvent, dans les sensibilisations, on dit souvent ce qui est bon. Par exemple, quand on regarde sur
sur Instagram, TikTok comme ça, souvent on vient, ah, on dit, OK, j'ai découvert cette IA qui peut faire ça, elle est bonne et quoi, mais on ne dit pas au fait les limites de l'IA. Voilà. Donc, beaucoup, quand ils parlent souvent des IA dans la santé comme ça, ils ne parlent pas de l'apport ou bien du point de vue de l'OMS sur l'IA. Donc, vraiment, c'est vraiment de les sensibiliser. Mais aussi, c'est de pousser aussi, la deuxième étape aussi, c'est de pousser la collaboration interdisciplinaire. Voilà. Parce que souvent, le problème aussi, c'est la collaboration. Parce que beaucoup se disent que comme c'est des domaines bon, qui sont différents, on préfère collaborer entre médecins pour trouver des solutions. On préfère collaborer entre informaticiens pour trouver des solutions. Ce qui est très, très dangereux, au fait. Voilà. Parce que si des informaticiens vont se focus, au fait, pour trouver des solutions vraiment de santé sans vraiment faire appel aux professionnels de santé, il y a beaucoup de choses qui vont rater. Voilà. Et par exemple, si on prend le cas de l'échographie comme ça, déjà à la base, l'échographie, au fait, ils utilisaient ça, au fait, pour détecter dans les mains, comme les trucs de sonar. L'échographie n'était pas faite pour l'humain. Voilà. Mais ça, après, ils ont essayé d'adapter. Ils ont essayé sur l'écran. Après, ça ne marchait pas. Ensuite, ils ont essayé maintenant sur le ventre. Et ça permet maintenant de nos jours de suivre les grossesses, de faire certains examens. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Après, maintenant, favoriser la collaboration interdisciplinaire, vraiment aussi, c'est mettre les moyens. Voilà, parce qu'il faut vraiment mettre les moyens vraiment pour le faire. Parce que si les professionnels collaborent entre eux, mais il n'y a pas les moyens qu'il faut, je ne pense pas que en fait, on pourra avoir quelque chose de très, très, très impactant. Voilà, parce que il faut, pour faire de l'IA, il faut des machines puissantes, il faut des données, et il faut aussi vraiment bon, des ingénieurs qualifiés. Et je ne pense pas qu'on va prendre un ingénieur qualifié, bon, le dit, bon, faut t'asseoir, tu vas travailler, et puis après, maintenant, bon, quand ça va réussir, on va te payer. Non, je pense que vraiment, il faut vraiment mettre les moyens pour vraiment permettre aux ingénieurs de vraiment travailler. Voilà, bon, ça, c'est quelques premières étapes que je peux citer, voilà, pour pouvoir vraiment travailler à la mise en place de l'écosystème. Mais aussi, bon, je reviens encore sur le Sénat aussi qui est vraiment un événement qui vraiment permet vraiment la vulgarisation de l'IA. Voilà, qui permet vraiment à certains professionnels de pouvoir vraiment connaître vraiment ce que c'est que l'IA, de pouvoir voir les avantages et même de savoir même que l'OMS même, en fait, a donné des recommandations sur l'IA. Voilà. Hum, Hmm, Monsieur Dayamba, vous avez la parole. Alors, bonjour, chers tous, bonjour au présentateur que j'ai dit bravo. J'étais pris, je n'ai pas pu suivre de bout en bout les différentes présentations. Je voudrais juste apporter à travers un petit commentaire. Alors, je suis du ministère de la Transition digitale et je sais que au niveau de l'écosystème, nous avons un peu travaillé à l'interconnexion d'un certain nombre de centres de santé. Et je sais qu'au niveau de Dermato et d'un certain nombre de services à Yalrado, voilà, il y a un certain nombre de plateformes qu'on a essayé de mettre pour permettre, par exemple, la consultation à distance. C'est pour dire que le ministère aussi, l'État a pris à bras le corps la question de la digitalisation des infrastructures de soins au Burkina Faso. Je tiens en tout cas à saluer. Et de ce que je sais, j'ai vu au Bénin l'année passée, comment l'IA pouvait intervenir non seulement dans le domaine de la radiographie, pour la collecte, le stockage et l'analyse d'un certain nombre de données euh, radiographiques. Quand vous prenez même la question de l'échographie, aujourd'hui, il y a des solutions qui sont mises ailleurs qui permettent aujourd'hui que l'IA puisse assister avec précision, voilà, les acteurs voilà, qui entreprennent ou bien qui exercent dans le domaine de de l'échographie pour une précision. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'analyse, la collecte et la modulation est faite de façon très endogène
il est possible aujourd'hui, même si un infirmier voilà, d'État ou bien un infirmier breveté, s'il est bien, il peut être assisté, l'IA peut assister cet individu-là à faire, par exemple, une échographie de précision. C'est pour dire que, pour ajouter un peu les cas d'usage qui existent un peu dans la sous-région en tant que tel. Pour la question de l'écosystème, je voudrais dire par là que c'est vrai, mais n'oublions pas aussi que le domaine médical est un domaine très militarisé. Quand je dis très militarisé, vous connaissez comment ça se fonctionne. Les professeurs d'abord sont les premiers responsables des différentes antennes que vous partez à la radio, à la médecine interne, à la médecine infectieuse. C'est d'abord l'affaire des professeurs titulaires et responsables de ces centres-là. Donc, le premier travail, c'est à faire avec ces gens-là. Alors que nous savons que souvent, ce sont des gens d'un certain âge qui bon, sont beaucoup plus adeptes à des pratiques traditionnelles de la médecine. Et on ne saute pas, hein. Je suis de la recherche scientifique, je sais que mais il y a certaines choses, tu ne peux pas outrepasser ton maître pour pouvoir exercer. Donc, je pense que en plus de ce qui est dit, il faut travailler à sensibiliser ces acteurs. Quand tu es professeur responsable de tout ce qui est ionisant, il n'adhère pas, même si vous avez les connaissances, souvent c'est difficile à faire passer. Donc, c'est un des aspects qu'il faut travailler. Et pour ajouter, je dirais dans mon combat, parce que je suis un économiste du digital, et j'ai toujours critiqué un peu les techniciens. Aujourd'hui, l'affaire du digital, l'affaire du numérique, l'affaire de l'IA n'est pas une affaire seulement des informaticiens ni des ingénieurs. C'est une affaire de tous. Et comme vous le dites, un ingénieur ne peut pas, après avoir fait 5 ans, 6 ans, voire 7 ans d'études, il ne peut pas avoir une connaissance totale sur tous les domaines. Mais c'est de travailler à ce que les usagers viennent aussi vers les techniciens pour qu'il y ait une co-construction des solutions digitales. Sinon, on ne s'en sortira pas. Je vous assure que quand vous faites l'analyse des cas plus proches voisins, qui sont des techniques utilisées dans les réseaux sociaux pour captiver un peu notre attention, nous maintenir dans ça, vous allez trouver que derrière, il y a des sociologues, il y a des psychologues, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des spécialistes du numérique, mais qui travaillent de concert pour qu'ensemble, on puisse transformer, puisse emmener la connaissance de, comment on appelle là, du domaine exact vers l'adaptation dans le domaine digital. Donc, ensemble, je pense que c'est un truc, comme on va parler de l'écosystème, c'est travailler avec tous les acteurs, une sensibilisation, de telle sorte que dans les années à venir, là, on puisse faire les choses très endogènes, adaptées à notre réalité. Voici un certain nombre de contributions que je voulais faire par rapport à cette communication que je trouve très pertinente. Bravo aux communicateurs et merci à l'ensemble des participants. D'accord, vraiment, merci pour euh, l'apport. Effectivement, il y a vraiment, l'IA, vraiment, c'est pas juste une question pour les techniciens, peut-être même pour, bon, dans la santé aussi pour les médecins. C'est comme vous avez su bien le dire, c'est une question de tous, parce que les sociologues aussi jouent un rôle très, très, très important. Voilà, c'est comme j'avais dit sur peut-être même les croyances, au fait. Voilà, les croyances et consorts. Euh, Par exemple, vous savez que chez nous, bon, souvent, il y a certaines ethnies qui refusent le sondage gastrique. Or, pourtant, quand le patient a comment pour le nourrir, souvent le sondage gastrique est souvent la meilleure option, en fait. Parce qu'il faut nourrir ou passer les médicaments. Voilà. Donc, par exemple, les sociologues peuvent vraiment ou les anthropologues, vraiment avec les études et la connaissance de la population, peuvent vraiment nous aider vraiment à adapter ces solutions-là à ces personnes-là, peuvent nous aider à comprendre ces solutions-là et ces personnes-là pour pouvoir bien faire et bien mettre en place les IA. Aussi, il y a certaines personnes, par exemple, souvent aussi, on est obligé de faire des stomies, dériver, bon, l'intestin pour pouvoir, truc. Voilà, dériver les... Donc, vous voyez que tout ça, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, vraiment, merci beaucoup parce que c'est un combat de tous. Que vous soyez ingénieur, médecin, sociologue,
même ancien ou même juste simple étudiant, c'est vraiment très, très, très important. Effectivement, c'est comme il a dit aussi, chez nous aussi, bon, on peut pas sauter les maîtres. On peut pas sauter les maîtres. C'est vraiment une discipline vraiment qu'on nous donne et on est obligé de respecter. C'est aussi c'est aussi notre réalité. Voilà. Mais par exemple, de notre côté, quand je prends, on essaie, en tout cas, on essaie vraiment de former peut-être les nouveaux pour essayer de voir euh, pour essayer de voir comment vraiment eux peuvent aider les informaticiens. Par exemple, de notre côté, au niveau de l'association des étudiants en médecine, moi, j'ai eu à cofonder un club. Voilà, un club là où vraiment j'apprends la programmation à des étudiants en médecine, vraiment pour les permettre vraiment de mieux comprendre en fait l'idée et de mieux faciliter la collaboration. Et il y a d'autres qui sont en fin de cycle. Donc, avec ces personnes-là qui sont en train de sortir, je pense que ça va faciliter la collaboration peut-être au fur et à mesure même si ce n'est pas avec nous, peut-être après nous maintenant, vraiment, beaucoup de choses pourront se faire. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Il y a docteur Germa Corneille, médecin en spécialisation en endocrinologie, diabétologie, qui dit qu'il n'a pas pu suivre. Peut-on avoir la vidéo aussi? Comment peut-on se former en IA? D'accord. Oui, la vidéo, je pense qu'on va reposter ça sur YouTube, voilà, sur la chaîne de Tech Emerging Africa. Oh, OK. Et maintenant aussi, pour se former en IA. Alors, pour se former en IA, il y a beaucoup de possibilités de nos jours. Voilà. Euh, bon, vous pouvez déjà commencer déjà par YouTube. Voilà, ça, vous pouvez avoir des informations basiques là-bas. Euh, souvent, il y a des chaînes comme, par exemple, souvent les chaînes de MIT, de Stanford, souvent qui donnent vraiment des cours ou des conférences même vraiment sur des thèmes vraiment impactants. Voilà. Il y a aussi Coursera. Je pense que, bon, Citadel donne souvent des formations, non? Oui, en IA aussi. Donc, souvent aussi, il y a, comment dire, il y a parfois des conférences aussi qui permettent d'avoir des notions, des partages d'expérience. Bon, c'est un peu ce que je peux vous dire. Sinon, il y a beaucoup de nos jours, il y a beaucoup de façons de se former en IA. Et je suis très content de voir un cher maître vraiment qui est très intéressé par la formation vraiment en IA. Ça prouve que vraiment, nous, la nouvelle génération de médecins qui venons, nous sommes vraiment ouverts aux nouvelles technologies et vraiment, c'est très bien pour la prise en charge de nos patients. Maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok, je vois que bon, tout le monde a compris et on a abordé de leur. On va arrêter pour aujourd'hui. On va dire merci à Monsieur Dabo pour sa présentation. Merci à tous les participants et merci à vous qui avez posé vos questions. On se retrouve à 14 heures avec Monsieur Adama.